Dear. Valid people. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence au quartier généreux de l'association Dear Valid People que l'on va faire autour du validisme systémique. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette conférence. Première chose, cette conférence est enregistrée. C'est pour ça que nous parlons dans des micros. Et durant la conférence, vous aurez l'occasion de poser vos questions en levant la main et Remis fera un plaisir de vous faire passer un troisième micro. On vous demandera donc de bien parler dedans, histoire que l'enregistrement soit efficace. Deuxième chose, à la fin de la conférence, on arrêtera l'enregistrement, on vous invitera à voir une conversation en off sur tous les sujets que vous voulez explorer avec nous autour du handicap, pas forcément du sujet du soir. Voilà, sur quoi nous pouvons commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Damien Farjou. Je suis président de l'association Dear Valid People qui a 1 an et demi environ, qui a été créé par 2 personnes handicapées avec un bureau en non-mixité choisi, uniquement avec des personnes handicapées au sein du bureau. Et nous militons en faisant des conférences tous les mois à la Café, au Carrousel. Et maintenant, ici, au quartier généreux, on essaye de développer nos lieux de conférences pour pouvoir toucher d'autres personnes et pouvoir rallier tout le monde à cette cause qu'est le handicap. On a donné une première conférence ici au QG le 25 octobre de l'année dernière sur la thématique du validisme. Donc, ça a été une conférence de 2 heures. On a parlé de toutes les formes de validisme existantes, donc le validisme systémique, le validisme ordinaire, le validisme bienveillant et le validisme intériorisé. Maintenant, en 2025, nous souhaitons faire des conférences plus précises sur chaque forme de validisme. Et ce soir, nous allons explorer ensemble le validisme systémique. Donc, je ne serai pas seul pour explorer cette conférence avec vous. Je suis accompagné de Béatrice Pradillon. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Damien. Donc moi c'est Béatrice Pradillon. Je fais partie donc des Dear Valid People et je suis aussi chroniqueuse radio à Divergence à Montpellier et intégrée dans d'autres projets autour de l'antivalidisme, des luttes antivalidistes. Et donc ce soir, on va un petit peu explorer plus en détail la partie validisme systémique, parce que finalement, c'est ce qui va venir un petit peu en premier. On a tendance à penser que la façon dont sont traitées les personnes handicapées dans la société provient surtout du regard des autres, parce qu'on a un grand florilège d'articles qui nous proposent régulièrement de changer de regard sur le handicap. C'est un gros poncif. Et en fait, il suffit pas de changer de regard, et c'est ce qu'on va un peu vous raconter ce soir. Parce que finalement, pourquoi on parle vraiment d'oppression systémique ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Alors des fois, on parle d'oppression structurelle ou d'oppression institutionnelle. Et en fait, c'est quand les inégalités et discriminations, en fait, elles sont produites et entretenues par la société, que ce soit de manière bien sûr intentionnelle ou involontaire. Il y a un mélange des deux souvent. Et en fait, le caractère systémique, ça veut dire que c'est pas simplement nous le produit de nos comportements individuels vis-à-vis des autres personnes,
mais c'est bien en fait des comportements qui sont répétés et structurels et en fait qui viennent de l'organisation même de la société, la façon dont la société est organisée, les lois, la façon dont elle est encadrée, en fait, tout ça concourt finalement à entretenir cette oppression. Donc c'est pour ça qu'on parle de systémique. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les pans de la société, dans l'éducation, dans l'emploi, dans le logement, dans le médical, le social, le juridique. Voilà, ça va vraiment toucher absolument tous les pans de la société. Et il faut préciser aussi que les personnes handicapées, elles sont pas forcément touchées toutes de la même manière ou avec la même force en fait par le validisme systémique. Oui, Damien, je pars dans une diatribe. D'ailleurs, c'est là-dessus où on se démarque, puisque Béatrice et moi, nous n'avons pas le même handicap. On le précise aussi pour les personnes qui vont nous écouter et qui ne peuvent pas deviner. Donc moi, dans mon cas, je suis en handicapé moteur principalement. Je me déplace en fauteuil roulant électrique et je suis aussi capable de marcher un petit peu avec de l'aide technique ou humaine, ce qui va amener certaines conséquences dans ce validisme systémique, pendant que toi, Béatrice, on va dire que tu es dans un autre système. C'est ça. Moi, je suis le quota handicap invisible des Dear Valid People. Moi, je suis une surdité bilatérale, donc je suis appareillée donc depuis l'enfance. Et c'est exactement en fait ça. C'est des fois, j'oublie de le dire et la plupart des gens ne le savent pas parce que j'ai des cheveux qui courent, mes appareils auditifs tout simplement. Donc c'est vrai qu'on va pas subir on n'a pas subi, Damien et moi, de la même façon forcément le validisme au cours de notre vie. Parce qu'il va se passer en fait un effet de hiérarchisation des corps et des vies au sein même en fait des personnes handicapées, c'est-à-dire que d'une manière générale, le groupe social qu'on va nommer personnes handicapées va subir des inégalités, des discriminations, mais il y avoir une hiérarchisation qui va se faire, c'est-à-dire que les corps qui seront les plus normés, les handicaps qui seront les mieux compensés, les moins visibles socialement, c'est ces corps-là qui vont être valorisés, qui vont être moins discriminés, qui vont subir moins de violence et ainsi de suite. Et c'est quelque chose bien sûr qui va d'autant plus être vrai lorsqu'on se trouve au croisement de plusieurs oppressions. C'est-à-dire que les personnes qui sont à la fois handicapées, racisées, LGBT, etc. vont être encore plus en bas de cette hiérarchisation des corps et vont subir plus de violence et plus de discrimination. Donc ça, c'est important à rappeler à chaque fois. Mais finalement, ce qui nous lie, Damien et moi, c'est qu'on on va expérimenter de toute manière une forme de validisme dans notre vie, dans nos expériences, et on va rencontrer des inégalités et des discriminations basées sur notre handicap. Et ça, c'est pour ça qu'il faut se méfier de la notion de handicap invisible. Je dis toujours en rigolant, mais aucun handicap n'est complètement invisible, en fait. On préfère dire socialement invisible parce qu'en fait, il est invisible les 5 premières minutes. Mais si vous parlez plus de 5 minutes avec moi, vous allez vous rendre compte que je suis sourde. Donc voilà, il y a forcément quelque chose qui va se passer à un moment donné. Donc rien n'est complètement invisible. Et puis je pense qu'aussi malheureusement le fait de subir une discrimination, c'est ce qui va nous rapprocher toutes les personnes handicapées, peu importe le handicap, peu importe la nature de son handicap. Et en plus de ça aussi, un petit détail que moi je n'ai pas rajouté sur mon handicap, c'est en plus d'être en fauteuil roulant, c'est que je ne l'ai pas toujours été. C'est-à-dire que moi, je suis atteint d'une pathologie dégénérative et durant mes jeunes années, je n'étais pas en fauteuil roulant et jusqu'à mes 25 ans, donc plutôt tard. Mais même malgré ça, on va se rendre compte qu'il y a eu des différences et des choses dont je me rends compte aujourd'hui et qui se ramènent un plus gros morceau. Je pense qu'on va pouvoir commencer d'abord à parler du validisme au niveau scolaire. Et enfin, malheureusement, ce validisme systémique, on va le sentir dès l'école. Dès l'école, pourquoi parce que c'est pas accessible, parce qu'on va pas penser les cours
de manière accessible. Il faut que ça soit... il faut se mettre au niveau qu'a pensé l'éducation nationale et que c'est pas l'éducation nationale qui serait à se mettre au niveau de l'accessibilité. On a voulu aussi parler de ce sujet parce que c'est souvent l'école qui va être mise en exemple quand on va parler d'inclusion. Ce fameux mot, ce gros mot inclusion qui veut tout et rien dire. Et au final, on va pousser aussi les élèves en situation de handicap à aller en institution dès le plus jeune âge. Et dès qu'ils sont en institution, se rendre compte aussi que c'est très dur d'en sortir. Ou au contraire, à partir d'un certain âge, ils ne peuvent plus en profiter, donc ils vont être voués à eux-mêmes. Tout à fait. Et ce qu'il faut préciser aussi, on parle beaucoup d'école inclusive. C'est soi-disant une volonté politique de faire l'école inclusive. Mais en fait, pour avoir une école réellement inclusive, en fait, il faut vraiment mettre en place toutes les conditions pour accueillir tous les enfants. C'est-à-dire qu'il faut commencer par avoir des lieux qui soient matériellement, physiquement accessibles. Il faut avoir des profs qui soient formés à la question du validisme, du handicap. Il faut aussi un petit peu préparer les parents, parce que souvent les parents sont des gros freins aussi, à savoir que les enfants valides et handi sont mélangés au sein d'une même classe. Et aussi, il faut mettre en place des aides humaines qui soient à la hauteur. Or, en France, on a des AESH qui ont été mis en place, qui sont extrêmement mal formés, qui sont précaires, qui sont mal payés. Donc, c'est un métier qui, du coup, n'est pas attractif. Et de fait, ça fait qu'on manque d'AESH. Et chaque année, on nous sort des beaux chiffres à la rentrée en disant « Regardez, il y a de plus en plus d'enfants handicapés, scolarisés, etc. » Mais on peut tout faire dire aux chiffres, parce que moi, j'ai appris récemment qu'on comptait, par exemple, un élève scolarisé, même s'il avait genre 4 ou 6 heures d'AESH dans la semaine. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas toute la semaine scolarisée, mais déjà, on le décompte, on fait « C'est bon, il est scolarisé », alors qu'en fait, il a le droit à quasiment rien. Et ça, c'est complètement la question du structurel. C'est-à-dire que structurellement, l'école en France n'est pas faite pour accueillir tous les enfants. On me dit dans l'oreillette d'expliquer le terme AESH, donc c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap. Tout à fait. Qui va avoir différents rôles, on va dire, qui va pas avoir la même saveur en fonction du niveau de l'élève. On va avoir de l'AESH pour le primaire, pour le collège-lycée, pour l'universitaire même. Il va avoir plusieurs questions qui vont se poser. Moi, malgré le handicap que j'avais à l'époque, il était surtout, quand j'étais en études, au lycée, se voyait surtout par mon écriture et par le manque de lisibilité de mon écriture. Et donc, pour une épreuve de mathématiques en post-bac, bac plus 2, j'ai eu droit à un assistant. Donc, c'était une forme de AESH qui pouvait écrire à ma place, mais en fait, on faisait le devoir à deux. Et il s'avère qu'il y a eu plusieurs questions. C'est que déjà, cet AESH, en fait, c'était juste un étudiant d'une année au-dessus de la mienne qui était payé pour ça. Donc, autant vous dire que, en termes de formation, en termes de connaissances, on était plutôt à zéro. L'autre question qui pouvait se poser, c'était de la tricherie. Un sujet qui va revenir très régulièrement, qui va poser des problèmes aussi aux étudiants en demande d'AESH ou sous prétexte qu'on évite la tricherie, ok, on te permet d'avoir un étudiant, mais un étudiant qui ne connaît pas du tout ton sujet, ton domaine. Donc, par exemple, si je fais des études scientifiques avec des mathématiques poussées, on va me donner un étudiant qui fait des études artistiques. Autant vous dire que oui, le niveau va être différent, et pour le coup, la compréhension aussi.
Donc ça va être un double handicap finalement, parce qu'on va devoir faire le devoir, mais on va devoir l'expliquer à l'élève qui est censé nous aider. Et de tout ce circuit, en fait, à l'école, il faut comprendre que finalement, on refuse la socialisation aux personnes handicapées, en fait, le plus tôt possible, parce que souvent, c'est compliqué dès la crèche, et il faut avoir éventuellement les fonds pour avoir une nounou privée ou ce genre de choses. Ça continue à la maternelle avec des difficultés pour pouvoir inscrire son enfant, des formalités administratives à n'en plus finir, pour obtenir une MSH, pour aller à l'école, etc. Ça continue à l'école, et en fait, finalement, ça concourt, ça suit tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de barrières qui vont se poser que forcément, il y a beaucoup plus de difficultés à obtenir un diplôme, un emploi, à rentrer dans la vie active, et tout va se suivre en fait comme ça, et ça commence absolument dès l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre, parce il faut quand même accepter le positif, parce qu'il y a quand même des choses positives, parce qu'il y a 15 ans en arrière, c'était encore beaucoup plus compliqué. Et moi, je connais des personnes handies de ma génération qui sont à l'université, avec des polyhandicaps, des choses, comme on dit, assez lourdes, qui demandent un accompagnement humain. Mais à l'époque, il n'y avait pas de structure auquel s'adresser. Et à l'époque, c'était... chacun devait trouver une solution individuellement, faire des appels, trouver quelqu'un, le salarié, qui l'accompagne à la fac, etc. Et voilà. Et je crois que j'en avais discuté avec... je crois que c'était Charlotte Puiseux, l'autrice du livre De chair et de fer, qui est dévalideuse, voilà, qui a expliqué qu'à l'époque, voilà, les études, c'était compliqué, en fait, d'accéder aux études supérieures. Et l'année dernière, début d'année dernière, j'avais fait une conférence avec le réseau mixité d'une grande entreprise, et à la fin on avait échangé avec les RH, et ils disaient que ils avaient bien envie de faire de l'inclusion, etc., mais que c'était difficile d'avoir des CV pour les postes qualifiés qu'ils cherchaient, des CV de personnes handicapées. Et ben la raison est simple, c'est que vu que dès l'école il y a tellement de barrières que c'est plus difficile en fait pour les personnes handies, tout simplement d'accéder au diplôme qu'elles souhaitent. Moi je sais que tout au long de ma scolarité, je n'ai absolument eu aucune aide, aucun prof, personne ne savait, même à la fac, que j'étais malentendante. Alors je vous raconte pas la blague quand on était en auditorium avec 200 personnes et qu'il fallait essayer d'entendre le prof. Voilà, c'est en général, je devais me trouver une amie sur qui copier toutes mes notes, voilà, qui se collait à moi et à qui je posais des questions en chuchotant. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui m'ont aidé à avoir un diplôme. C'est juste en fait la débrouille d'une année sur l'autre, de passer entre les mailles du filet. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est souhaitable dans une société où on veut faire de l'inclusif, quoi. Et pour revenir à ce que tu disais au niveau de la charge administrative, moi, ça me fait rappeler une anecdote aussi, il y a une dizaine d'années. Quand j'étais en Master 1, j'ai fait une demande de tiers-temps pour une épreuve d'histoire de l'art pour pouvoir avoir accès à un ordinateur pour pouvoir écrire. Et il s'avère que c'était un professeur qui aimait bien les règles, qui était très procédurier. Donc, il me demandait de passer par... la médecine de la fac pour avoir une autorisation. Donc c'est là où on voit que déjà la charge administrative supplémentaire, elle commence à l'école en fait, comme tu as pu le dire. Et aussi, autre anecdote, que je veux revenir par rapport à la première situation que j'ai décrite avec cet élève. La petite blague, c'est qu'au final, je n'ai pas fini, et je n'ai pas raconté à la fin, mais j'ai eu une plus mauvaise note que l'année dernière, l'année d'avant, quand j'ai fait l'épreuve seule. Voilà, c'est pour la petite blague. Et c'est vrai que voilà, c'est important de comprendre qu'en fait c'est tout un système qui se met en place dès l'école, et en fait souvent les jeunes, comme disait Damien, les jeunes enfants qui sont écartés du système scolaire, qui sont mis dans des classes séparées, qui sont mis dans des institutions dès l'enfance, souvent ils reçoivent une moins bonne éducation, voire parfois une éducation
complètement défaillante dans ces institutions, qui fait que déjà ils n'accèdent pas aux études, etc. Et en fait, ils vont rentrer dans ce système institutionnel où en fait après ils vont vivre dans des institutions pour adultes, et puis après éventuellement ils pourront peut-être trouver un travail dans un ESAT, et ensuite ce qui va attendre au bout, c'est souvent l'EHPAD. Et en fait, ils auront passé absolument toute leur vie dans une forme de ségrégation, on peut le dire, c'est-à-dire de vivre dans des établissements où on ne vit qu'entre personnes handicapées. Et ça, il y a encore des énormes freins en France par rapport à ça, qui sont très très importants. C'est-à-dire qu'on estime que dans le fond, le système institutionnel, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour les personnes handicapées, pour leur propre bien. Et moi, je me méfie toujours de ce qu'on indique pour mon propre bien de la part de personnes qui ne sont pas concernées par mes problématiques. Et en fait, c'est exactement ça. C'est les personnes valides ont décidé que pour leur propre bien, c'était la meilleure solution pour les personnes handicapées. Et toutes ces politiques, elles ont été décidées sans les personnes handicapées. Les institutions, à la base, elles sont gérées, organisées par ce qu'on appelle des associations gestionnaires. Et en fait, à la base, ces associations, elles sont tenues par les familles des personnes handicapées. C'est des personnes qui sont les entourages, qui ont créé à la base, à l'origine. Maintenant, ce sont des très grosses, des très grosses assos. Il y en a énormément en France qui gèrent énormément d'établissements. Et on va vers une politique de toujours plus d'établissements, en fait. Quand on parle de politique de handicap, la solution, c'est toujours plus de place en institution. On ne remet pas en cause le système, en fait, qui fait que les personnes handicapées vivent, en fait, à côté de la société des autres personnes et vivent à part. Et ça, ça vient aussi, c'est le produit, en fait, des politiques scolaires aussi. Oui, et je pense qu'en fait, c'est tout un système qui est devenu dépendant de ça au niveau économique aussi, où on voit que les ESAT sous-traitent énormément pour les grandes entreprises. On voit qu'il y a une grosse partie de l'argent qui va être donné aux institutions, à ces associations gestionnaires qui, en plus, sous prétexte d'être là depuis longtemps, mais ils auraient une connaissance du handicap, ils sauraient y faire, alors qu'en fait, ils font rien du tout. Ce qu'ils font, c'est juste mettre la poussière sous le tapis, et la poussière, en l'occurrence, c'est nous. Donc, on va en sortir du tapis et on va voir ce que ça donne. Et cette mise à l'écart aussi, pour moi, ça revient aussi... C'est juste, ça nous montre juste à quel point on a envie de maintenir une idée qu'on peut avoir du handicap, c'est-à-dire que c'est loin de nous, que ça nous arrivera jamais, que c'est impossible. Et en fait, ce système cherche juste à s'auto-justifier. Il n'est pas du tout réel. C'est juste une histoire que ce validisme aime bien se raconter, les validistes qui vont avec. Tout à fait. Et on va en venir justement à la partie plus politique, plus globale, parce que en février, là, la loi handicap de 2005 va fêter ses 20 ans. Et il va y avoir énormément d'articles, certainement, de reportages qui vont se faire sur le sujet pour expliquer c'est quoi le bilan de ces 20 ans. Alors attention, spoiler, le bilan il est nul. Le bilan il est nul. C'était bien d'avoir fait des lois, mais il faut les appliquer. Et en l'occurrence, en France, on est très fort pour faire des dérogations et des reports à l'infini. Donc que ce soit l'accessibilité matérielle, parce que on voit bien que les bâtiments recevant du public sont loin d'être tous accessibles, ne serait-ce qu'une rampe et un ascenseur, mais on parle aussi de toutes sortes d'accessibilités qui ne sont absolument pas respectées, que ce soit les bandes rugueuses pour les personnes aveugles. Enfin, il y a énormément de choses qui doivent être mises, comme les choses sonores aussi. Donc il y a énormément de retard, de reports, de dérogation, et même aussi sur l'accessibilité numérique, sur les sites internet, sur toutes ces choses-là. On sait qu'on est extrêmement en retard. Moi, j'avais travaillé sur le sujet de l'accessibilité numérique il y a plusieurs années auprès des mairies. Donc, les mairies, ce sont quand même des institutions auxquelles toute sorte de public doit pouvoir aller sur le site de sa mairie pour pouvoir trouver des renseignements, s'inscrire à la librairie ou je ne sais quoi, avoir accès à ses droits dans sa ville. Je pense qu'il y a peut-être 10% des sites des mairies en France qui sont accessibles et qui sont aux normes. Et
je suis gentille, voilà, qui sont parfaitement accessibles, moins de 10%, probablement. Donc il y a des énormes difficultés à ce niveau-là de mise en place en fait des lois qui existent déjà. Les lois sont là, mais elles ne sont pas complètement appliquées, et donc ça, voilà, ça part de là. Oui, alors ça, c'est déjà un premier problème parmi beaucoup. Mais en effet, il y a des lois, mais il n'y a pas de décret, il n'y a pas de punitions qui sont appliquées véritablement. Tout ça parce qu'on est encore dans une logique de l'excuse. C'est-à-dire que même s'il y a une loi accessibilité, qui a des commissions pour vérifier l'accessibilité, on va permettre à des lieux de ne pas être accessibles parce que ça ne serait pas possible structurellement parlant pour 1000 raisons en fait. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, depuis le temps, on n'a pas pensé à arrêter ça, en fait, à ne plus avoir des excuses, mais à obliger à avoir des alternatives. On va embrasser d'alternatives. Ce qu'on voit très régulièrement d'ailleurs aujourd'hui, c'est que les personnes en fauteuil roulant ne vont pas utiliser les mêmes accès que les personnes valides où on va les chercher. Elles ne sont jamais indiquées. Ça devrait être une obligation en fait, que ça soit indiqué, ces entrées accessibles. Voilà, il y a ça d'un côté. Moi, il y a autre chose aussi que je trouve fou, c'est que cette loi de handicap de 2005, en effet, elle a été repoussée à 2015. Puis après, il y a le principe des ADAP. Le principe des ADAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était de dire, au bout de 3 ans, on va faire un petit bilan et les établissements d'une certaine catégorie vont devoir être accessibles. Donc ça a commencé en 2015. Fin 2018, c'était la fin des premiers ADAP où les ERP, établissements recevant de public, de 5e catégorie doivent être accessibles. Et les ERP de 5e catégorie, c'est les plus petits ERP. C'est ici, en fait, c'est quartiers généraux. Donc, c'est ceux qui ont le moins de moyens financiers. Donc, ceux qui seraient moins capables de devenir accessibles, parce qu'apparemment, ça serait cher. Donc, finalement, faisons payer ceux qui ont le moins moyen de payer avant tout. Et puis après ça, en 2020, il y a un petit truc qui s'appelle le Covid. Et en fait, avec le Covid, on n'a plus entendu parler des ADAP. Fin 2021, normalement, c'était la fin du second ADAP. Avec les ERP, les autres ERP d'autres catégories. Et fin 2024, ça devait être les ERP, les derniers ERP, donc tout ce qui est patrimoine, et des ERP de première catégorie comme les Zénith. Bon, on n'a pas entendu parler, je pense. C'est pour ça que pour moi, ça me choquerait même pas, en fait, qu'on n'en parle pas de ces 20 ans de la loi accessibilité, à part dans les médias concernés. Et parce que c'est leur boulot, mais moi, ce que je trouve triste, c'est qu'on est obligé d'aller sur des médias spécialisés, je mets des guillemets, pour voir des choses qui parlent de handicap. Parce que là, on en reparlera aussi, mais en fait, ce système, il n'est pas négatif uniquement pour les personnes handicapées, en fait. Mais en général, quand on parle de la loi de 2005, on parle toujours des avancées. Et c'est vrai que ça a apporté des avancées absolument incroyables parce que il y a eu des choses qui ont été faites qui étaient bien. Encore une fois, j'ai sûrement d'être positive dans la vie, mais le fait est que les mises en application sont extrêmement compliquées. Et puis parfois aussi, on revient en arrière dans la loi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait une loi, 100% des nouveaux logements qui seront construits, qui sont accessibles. Et finalement, on se dit, non, c'est compliqué, on va faire quoi, 20%? Je crois que c'est le nouveau truc, c'est 20%. Et en fait, on oublie quelque chose quand on repart en arrière comme ça, c'est qu'on se dit, ça suffit, il y a à peu près 20% de personnes handicapées en France, on fait 20% de nouveaux logements accessibles, on est bon dans les chiffres.
Les personnes handicapées, elles ont des amis, elles ont des familles, elles se déplacent, elles vont chez les autres gens. En fait, en faisant ça, en fait, ça fait que finalement, on peut pas, on imagine en fait que les personnes handicapées sont isolées. Voilà, elles vont avoir un logement et c'est bon, elles vont rester chez elles à tout jamais. Mais non, en fait, on se déplace, on va chez les gens, et donc en fait, voilà, c'est encore un recul en fait qui contraint la mobilité, les déplacements, la sociabilité, la vie des personnes handicapées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit que vraiment les orientations politiques à plus haut niveau, ça va influencer complètement tout le quotidien. Et il faut comprendre qu'on part de très loin. Donc c'est pour ça que souvent les gens se félicitent de la loi de 2005, parce qu'on part de très 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 loin sur les droits des personnes handicapées, qui n'étaient absolument pas respectés il y a 20, 30 ans, 40 ans en arrière. On a tendance à beaucoup se féliciter des progrès, et il y en a. Mais si vous voulez, par exemple, avoir vraiment un état des lieux de ce qui se passe en France actuellement d'un point de vue politique sur le handicap, l'ONU a fait un très très joli rapport, en fait, parce que alors en 2010, la France elle a ratifié un truc qui s'appelle la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, avec plein de beaux engagements. Voilà, donc c'était en 2010, ils ont signé. Et ensuite, 10 ans plus tard, l'ONU est venue voir à quel point la France avait respecté ses engagements. Donc, ils sont venus avec le Comité des droits des personnes handicapées, ils sont venus étudier ce qui se passait. Et en 2021, ils ont sorti un rapport qui est assez salé, on va le dire, qui dit en gros que il y a énormément de choses qui vont de travers. Ce document, vous pouvez le trouver en ligne. Il y a tellement de points sur lesquels en fait la France ne respecte pas les droits élémentaires des personnes handicapées. Donner quelques petits exemples comme ça. Par exemple, le principe des tutelles et curatelles. Voilà, on ne remet pas du tout en question, mais tutelles et curatelles, c'est simplement enlever une partie des droits d'une personne pour les confier à une autre. Et ça renforce en plus le côté de domination des personnes valides sur les personnes handicapées, âgées, etc. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Alors là, on va s'approcher de la partie un petit peu, la partie médicale, parce qu'on a pas mal de choses à raconter là-dessus après. Mais avant de passer à cette partie médicale, moi j'ai envie de revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la loi Elan. Donc, la loi Elan qui a fait passer le 100% de logements accessibles à 20% de logements évolutifs. Donc moi j'ai envie de poser la question, ça veut dire quoi évolutif ? En fait, c'est faire des logements, mais avec la capacité d'évolution de pouvoir s'adapter à des travaux d'aménagement en lien avec un handicap. Sauf que ces travaux sont à la responsabilité de qui ? De Bibi. Ça reste histoire de garder le principe de responsabilité individuelle où en fait la prise en charge d'un handicap c'est pour toi mon gars, c'est pas à la société de le gérer. En fait si moi je gère une partie, et cette partie structurelle, et pour le coup littéralement structurelle avec le logement, ça sera la société de le gérer. Petite anecdote, moi il y a pas si longtemps que ça, j'ai cherché un nouveau logement parce que j'ai dû rester dans mon premier logement pendant 12 ans. 12 ans. Qui reste dans un logement pendant 12 ans ? Personne, hein. On est d'accord ? Moi, je suis resté dans ce logement pendant 12 ans parce que, de 1, je n'avais pas la capacité financière de chercher un logement uniquement avec la hache. Et le circuit des logements sociaux, c'est un peu l'enfer où on va attendre 2, 3,
Je peux revenir sur un très vieil épisode que j'ai fait avec un ami qui s'appelle Abdel, qui lui a eu droit à son logement social au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, qui peut attendre 5 ans pour avoir un logement en fait qui peut se permettre ça? Et moi, pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir un travail qui a élevé mon niveau de vie, qui m'a permis de chercher un logement dans le circuit privé. Et au final, j'ai trouvé un logement neuf, puisque la résidence est sortie terre en 2022. C'est du semi-privé, donc c'est moins cher que le circuit classique. Et en effet, il y a des bases d'accessibilité. Les portes sont plus larges. Au niveau des pièces, on sent qu'elles sont plus grandes pour pouvoir permettre la rotation avec un fauteuil. Mais par contre, ça s'arrête là. C'est-à-dire que après ça, l'accessibilité n'est pas pensée comme au quotidien. Elle n'est pas pensée à comment une personne handicapée peut vivre au quotidien dans ce logement. Et c'est là où on voit que c'est aussi un problème de l'accessibilité. Tu parles de l'accessibilité web. Moi, je suis consultant en accessibilité de jeux vidéo. On considère trop l'accessibilité aujourd'hui comme des points d'entrée, des coches. Voilà. Il y a des portes larges, c'est bien. Il y a de la taille pour pouvoir tourner avec un fauteuil, c'est bien. Mais en fait, il faut aller voir plus loin parce que derrière, on va pas juste cocher des cases, on va vivre dans ce logement, on va utiliser le site web, on va jouer à votre jeu vidéo. Donc en fait, ne plus penser l'accessibilité, mais uniquement comme des points ponctuels, mais comme un ensemble, et un ensemble qui va offrir une expérience. Et dans le logement, ou un jeu vidéo, ou un site web. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, il y a de la loi qui arrive petit à petit au niveau du web, notamment en 2025 d'ailleurs, sur l'accessibilité web. Et dans l'accessibilité jeux vidéo, il y a une règle outre-Atlantique qui dit que sur le sol américain, les produits vendus doivent être accessibles. S'ils ne le sont pas, ils sont passibles d'une amende American Style. Et on n'en veut pas d'amende American Style. Mais encore une fois, on va permettre aux studios, en l'occurrence, de pouvoir s'excuser de ne pas faire de l'accessibilité. C'est-à-dire que s'ils arrivent à bien argumenter le pourquoi ils n'ont pas pu rendre accessible leurs jeux vidéo, c'est ok en fait. Et moi, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que c'est un peu les prendre comme des enfants de « Oh, t'as pas réussi, c'est pas grave ». C'est exactement le même principe finalement que les entreprises avec les quotas d'emploi. Tu es pas arrivé, t'as une petite amende, oh là là, tu feras mieux l'année prochaine. Par des grosses entreprises préfèrent payer leur amende qu'embaucher des personnes, des salariés handicapés. Donc c'est pas, en tout cas les amendes sont clairement pas dissuasives du tout. Et je reviens d'ailleurs sur, on va faire les premières questions. Il me semble que d'ailleurs on parle même pas d'amende mais de contribution à la GFIP. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas une amende. Tout à fait, effectivement. Donc en plus, ça a un côté sympa de regardez, si on n'emploie pas assez de personnes handicapées, effectivement, on contribue à la GFIP, la GFIP sert aux personnes handicapées. Donc on a l'impression d'entrer dans un cercle vertueux. En plus, c'est absolument incroyable. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je reviens parce que tu mentionnes que donc tu touches l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés. Il faut pas oublier que l'allocation aux adultes handicapés en France, elle est en dessous du seuil de pauvreté. On pense toujours que les personnes handicapées sont privilégiées de toucher cette allocation, mais elle maintient la tête sous l'eau en fait tout au long de la vie, en fait, cette allocation, en étant si basse. En plus, si jamais on a la chance de pouvoir trouver de temps en temps quelques heures de travail par-ci par-là, ça va être déduit de notre AH, donc ça va pas nous aider à avoir une meilleure vie ou un meilleur logement.
Donc tout ça, ce sont des façons institutionnalisées, en fait, de maintenir les personnes handicapées dans la précarité, dans la pauvreté. C'est une précarisation qui est organisée, en fait, au plus haut niveau, à ce niveau-là. Et donc cette AAH, elle est décidée, elle est octroyée gracieusement par nos fameuses MDPH, qui sont elles aussi fruits de la loi de 2005, donc les maisons départementales des personnes handicapées, qui sont donc ils ont donné un pouvoir départemental, donc voilà, à l'octroi de tout un tas d'aides pour les personnes handicapées. Alors il y a l'AAH, il y a ce qu'on appelle la RQTH, la reconnaissance de travailleurs handicapés que j'ai moi. Il y a tout un tas d'aides, les aides techniques. Voilà, chaque fois qu'on a besoin d'une aide financière en tant que personne handicapée, on s'adresse aux MDPH. Sauf que ces MDPH, elles sont extrêmement dysfonctionnelles parce que vous allez à peu près dans n'importe quel département, on vous dira que le délai d'attente est entre 6 et 18 mois selon les endroits. Donc ça veut dire que si vous êtes dans le besoin, donc par exemple, moi imaginons j'ai besoin de changer mes appareils auditifs sans lesquels je n'entends pas, je vais devoir déposer un dossier et je n'ai pas le droit d'acheter mes appareils auditifs tant que je n'ai pas la réponse de la MDPH, sinon ils ne seront pas remboursés. Et je peux attendre facilement 9-10 mois pour avoir une réponse. Donc voilà, ça c'est le quotidien en fait, des personnes handicapées, c'est d'être tributaire de CMDPH pour pouvoir vivre. Et pour revenir sur cette charge administrative dont je parlais tout à l'heure, ben là en l'occurrence sur la MDPH, on arrive à un Graal, un niveau de charge administrative intense, puisqu'on parle d'un dossier de 20 pages, je répète 20 pages, avec un certificat médical d'un médecin, et on va nous demander de dire les choses d'une certaine manière, sinon on n'aura pas droit à ce qu'on demande. C'est-à-dire que, par exemple, si on demande de l'aide humaine, si on n'explique pas qu'on est assez handicapé pour avoir de l'aide humaine, on ne l'aura pas. Donc en plus de ça, ça crée une angoisse. Oui. Une angoisse intense pour les personnes handicapées, pour ceux qui auraient besoin d'aide humaine du jour au lendemain. Je pense typiquement aux personnes accidentées de la vie où du jour au lendemain, ils ne connaissent rien au handicap. Et tiens, en fait, pour te dire handicapé, il faut que tu remplisses ce dossier d'abord. Et puis je me permets de citer un exemple d'une collègue proche qui s'est arrivée récemment. Elle change de département, elle déménage. Elle avait certains droits qui lui étaient alloués dans son département. Son nouveau département décide de tout réexaminer et demande carrément de venir chez elle regarder où elle vit et comment elle vit pour pouvoir lui accorder les droits qu'elle avait déjà sur la base d'un handicap qui ne disparaît pas du jour au lendemain en changeant d'un département. Donc voilà, il y a cette espèce d'épée de Damoclès qui est sur la tête des personnes qui dépendent des aides de la MDPH parce que je connais plusieurs personnes à qui on a d'un coup enlevé des droits sans prévenir des droits qui leur sont vitaux pour vivre. Et il faut reprouver encore des mois de labeur administratif, de complexité, etc. Et d'ailleurs, toute cette complexité, cette lourdeur administrative fait qu'une partie des personnes handi n'ont pas accès à leurs droits parce qu'en fait, on dit qu'il y en a beaucoup en fait, qui ne demandent pas en fait, les aides auxquelles ils ont droit, soit parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit, soit parce que en fait, le fait même de remplir un dossier de 20 pages, voilà, on s'arrête là avant le dossier de 20 pages. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes, à cause de ça, qui n'ont pas accès aux droits, à leurs droits, à leurs aides financières, humaines, matérielles. Voilà. Oui. Donc là, on a parlé du validisme du système scolaire. Là, on a parlé, on va dire, très largement de tout le système politique qui peut avoir derrière ce mot handicap. Mais maintenant, en dernière partie, il faut qu'on parle quand même d'un sujet important, du validisme médical. Parce que, médical, on se dit, c'est un endroit safe. On va pouvoir parler de notre handicap, on va pouvoir être à l'aise. Et finalement, pas tant que ça.
Non, en effet, on appelle ça alors, le contrôle des corps des personnes handicapées, c'est-à-dire que on est en France, encore une fois, dans un système qui s'appelle un modèle médical du handicap. C'est-à-dire en fait qu'on perçoit le handicap comme un problème individuel médical, donc un corps défaillant à réparer par le biais de la science, de la médecine, etc. Et donc la médecine est vue comme toute puissante sur les personnes handicapées et la solution à leurs problèmes. Et de fait, il en résulte beaucoup d'infantilisation, de déshumanisation en fait dans le traitement médical des personnes handicapées. Et notamment, je vais donner par exemple deux exemples. Il y a les stérilisations forcées qui se pratiquent encore beaucoup sur les femmes handicapées. Donc on estime qu'il y a environ 500 femmes handicapées par an qui sont stérilisées sans un consentement éclairé. Et d'ailleurs, c'est dans le rapport de l'ONU, donc le rapport de 2021 dont je vous parlais tout à l'heure, indique que donc, le comité est préoccupé parce que les femmes handicapées sous tutelle peuvent être soumises à un avortement ou une stérilisation avec le consentement de tiers, notamment de personnes de confiance, de membres de leur famille ou de leur tuteur, mais sans leur consentement à elles. Et un autre aspect en fait de ce contrôle des corps par le milieu médical, en fait, c'est au niveau psychiatrique. En fait, en France, se pratique énormément la contention, l'isolement punitif dans les services psychiatriques, voire la médication forcée. Et ça aussi, c'est dans le rapport de l'ONU qui disent que voilà, c'est vraiment les services psy fonctionnent sur un système de privation de liberté à cause d'une dangerosité supposée qui leur fait avoir recours donc à des moyens de contention physique, à l'isolement. Et tout ça, c'est complètement contraire aux droits humains, les plus élémentaires. Et ce que tu disais, moi, ça me fait penser qu'il y a un peu des combos qui se passent parce que tu parlais de système de tutelle, de curatelle tout à l'heure. Et là, tu viens d'en reparler où finalement, ça peut être le choix de personnes qui n'ont rien à voir avec toi, qui vont choisir ce qu'on fait à ton corps. Et tout le monde trouve ça normal, en fait. Moi, je trouve ça assez fou. Et encore une fois, système de combo, on l'a aussi retrouvé dans un exemple que tu avais cité à la dernière conférence d'une personne, une femme, qui voulait travailler en ESAT. Et cette ESAT lui demandait d'être stérile. Alors, les ESAT, c'était une jeune fille d'une vingtaine d'années qui avait trouvé une place en ESAT. Et en fait, on a demandé à ce qu'elle ait une contraception pour travailler. Et son père, qui jusque-là était tellement très fier que sa fille trouve un travail en ESAT, était complètement en colère. Et il a fait une publication sur les réseaux, c'est comme ça que j'étais tombée dessus à l'époque, pour dénoncer ça en disant mais de quel droit on impose à ma fille une contraception pour pouvoir travailler. Et donc ça, c'est quand on dit le contrôle des corps se fait médicalement, mais se fait encore plus dans le milieu institutionnel, donc dans tout ce qui est hébergement, les établissements. Alors ESAT, c'est des établissements donc de travail qu'on appelle protégés. Mais on se demande protéger de quoi vraiment, parce que le terme est très parce que on n'est pas forcément plus protégé parce qu'on travaille dans ces établissements. Il y a une demande de productivité, il peut y avoir du stress, il peut y avoir du management toxique comme dans n'importe quelle entreprise. C'est pas forcément plus protégé. On imagine toujours qu'ils travaillent dans un espèce de petit cocon très très safe, etc. Non, pas forcément. Je dis pas bien sûr que tous ces établissements sont complètement maltraitants, mais c'est le système en fait. Encore une fois, c'est important de dénoncer, c'est le système à la base, c'est le fait même de penser des lieux, des endroits, où les personnes handicapées soient séparées du reste de la société. Mais pour revenir au validisme médical, on a eu un exemple absolument flagrant durant le Covid. Durant le Covid, à un moment donné, les hôpitaux étaient complètement surchargés, en manque de lits. Et on a commencé à avoir quoi ? À avoir du tri des malades. C'est-à-dire qu'on devait choisir entre telle personne et telle personne. Et sur quels critères choisissait-on ? Sur le critère de l'âge, donc de l'agisme, donc plus âgé, donc comme si une personne, parce qu'elle était plus âgée, sa vie avait moins d'importance. Et sur les critères, bien sûr, de handicap, c'est-à-dire que entre une personne pas handicapée de base et une personne qui avait des handicaps, si on devait choisir, la personne handicapée passe à la trappe. Et il y a eu beaucoup de morts à cause de
ça durant le Covid, à cause du tri des malades, qui se sont faits sur des critères validistes et eugénistes, on peut le dire aussi, disons les mots, voilà. Et donc ça, c'est un exemple que, voilà, en temps de crise, les personnes âgées, handicapées, sont celles qui vont être sacrifiées voilà, par la médecine, simplement. Oui, je pense que eugénisme et validisme vont de pair. Je pense qu'ils se tiennent un peu main dans la main. Mais ce qui est fou aussi dans le circuit normal des hôpitaux, des cliniques, c'est que même là, on peut avoir un validisme où on nous fait croire que les médecins, c'est eux qui vont être experts du handicap. Et en fait, moi, j'ai envie d'émettre une distinction qui revient à ce fameux amalgame qu'on peut faire entre handicap et maladie. C'est-à-dire que les médecins, ils connaissent les maladies, mais ils ne sont pas experts dans le handicap. Encore une fois, il y a cette distinction à faire qui aussi là, revient à ce que disait tout à l'heure Béa avec ce modèle médical. Et même moi, me concernant, en fait, je trouve que on va avoir des billets sur un diagnostic où souvent on va nous dire si vous avez tel problème, c'est dû à votre handicap, c'est dû à votre pathologie, nous on peut rien y faire. Et ça, je trouve que malheureusement c'est quelque chose qui revient très régulièrement, ou un petit peu à la manière du syndrome méditerranéen, où on va dire c'est parce que vous êtes d'une autre race, en fait, ça explique que votre corps agit comme ça. Là, c'est pareil. C'est parce que vous êtes handicapé, donc c'est normal que vous ayez ces problèmes-là. Tout à fait. Et là, en venant en fait dans le tram, j'ai lu un truc sur Instagram qui rejoint totalement qu'on est en train de raconter. Il y a une personne, en fait, apparemment une militante qui est une figure de la lutte pour la fin de vie, donc qui était handicapée et qui vient de décéder. Donc il y a des articles qui parlent de ça. Et c'est dans le cadre, en fait, vous savez, du projet de loi fin de vie qui, en ce moment, en France, on parle du projet de loi fin de vie. Et nous, les militants anti-validistes, on met des gros drapeaux rouges en disant attention, ça a l'air humaniste en fait comme projet, mais ça ne l'est pas forcément. Dans une société qui est validiste et qui est maltraitante envers les personnes handicapées, leur permettre de mourir plus facilement, ce n'est pas forcément un cadeau. Et là, justement, dans l'article, en fait, quand on lit vraiment ce qui s'est passé, c'est pas juste que cette militante a eu accès à la fin de vie parce qu'elle souhaitait être euthanasiée. C'est parce qu'en fait, elle a été hospitalisée et on lui a refusé les aides à domicile auxquelles elle aurait eu droit. Elle voulait être tranquille chez elle avec des aides à domicile. En fait, on lui a refusé des aides et comme elle était complètement désemparée et qu'elle ne pouvait pas vivre de la manière dont elle souhaitait, elle a fini par choisir en fait la mort, tout simplement parce qu'elle n'avait pas accès aux aides. Et ça, c'est totalement symptomatique en fait des dérives possibles. C'est-à-dire qu'en France, actuellement, les services de soins palliatifs qui sont censés gérer, non pas, on croit toujours que soins palliatifs, c'est la fin de vie. En fait, pas forcément. Ça peut être juste la gestion de la douleur, en fait, les soins palliatifs. Et en fait, il devrait y avoir des centres de soins palliatifs, je crois, dans tous les départements. Enfin, et ce n'est pas le cas en fait. Il manque énormément de centres de soins palliatifs. Enfin, on le sait, les hôpitaux sont en train de craquer, les urgences sont en train de craquer. Il y a des heures d'attente. La dernière fois que je suis allée aux urgences, j'avais une crise d'angoisse et je pensais que j'avais la gorge qui gonflait, voilà. Et en fait, on m'a juste refusé aux urgences alors que je pensais que j'étais en train de m'étouffer. Et j'ai dû aller à plusieurs endroits. Il y avait on me disait si vous restez là, vous avez 6 heures d'attente. Et je suis en train d'étouffer. Donc très compliqué les services d'urgence en ce moment. Donc dans un pays où tout le système médical est sur le point de rupture comme ça, apporter une loi par-dessus en disant en facilitant la fin de vie des personnes avec des handicaps, même si c'est soi-disant bien encadré.
ça peut amener à des dérives très rapidement. Je crois qu'il y a le cas, je crois que c'est le Canada qui a adopté la même loi. Et en fait, on se rend compte que le pourcentage en fait de personnes décédées dans le pays qui ont recours en fait à cette fin de vie légalisée est de plus en plus important. Ça touche de plus en plus de gens et ça commence à devenir vraiment dramatique. Et c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, pour continuer là-dessus, il y a eu un documentaire dont j'ai oublié le titre, malheureusement, mais on vous le mettra en description lorsque le podcast sortira, et qui est une critique en effet de ce système au Canada, l'euthanasie assistée, est fait par une personne handicapée, donc on adore. Chez nous. Moi, j'ai envie de donner un dernier exemple personnel aussi qui montre à quel point dans les hôpitaux, on ne connaît rien au handicap. Moi, il y a 2 mois, j'ai dû subir une intervention chirurgicale à la Péronie à Montpellier. Et moi, durant cette expérience de 3 jours à l'hôpital, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. C'est que déjà, de 1, les toilettes étaient minuscules. C'est-à-dire que heureusement j'ai la capacité de me lever et de marcher parce qu'en fait sinon je ne pourrais pas aller aux toilettes. Deuxièmement, on a l'impression d'être vraiment sur un protocole on accueille une personne handicapée à l'hôpital, mais en fait on ne considère pas du tout ses besoins, de quoi elle aurait besoin réellement, parce que de suite automatiquement j'ai eu un matelas à air dans ma chambre. Et en fait, moi, j'en ai pas forcément besoin. Donc, pourquoi ? Et le plus beau, c'est lorsque j'ai été opéré, après l'opération, j'ai dû faire un transfert de la table d'opération à mon lit. Et donc, on m'a demandé si je pouvais me servir dans ma jambe. Il y a une infirmière qui avait lu mon dossier, que j'avais une pathologie neurologique. Dessus, elle avait « Ah non, pathologie neurologique, pas bouger sa jambe. » Pendant que moi, je faisais « si, je peux bouger ma jambe, en fait. » Donc, c'est là où on voit qu'il y a un problème d'écart, de décalage, et qu'on ne cherche pas à le combler, ce décalage entre ce qu'est la personne handicapée et ses besoins et ce qu'on va mettre en place dans le même temps. Et ça, je trouve ça assez hallucinant. Je crois que Béatrice, il est temps qu'on passe à la conclusion. Tout à fait. Mais je pense qu'effectivement, dans tout ça, on voyait que dans l'espace médical, il y a énormément de validisme sur plein de points différents, sur plein d'aspects différents. Mais du coup, c'est le moment de rappeler que nous, militants antivalidistes, on s'appuie sur ce qu'on appelle le modèle social du handicap, donc à l'inverse du modèle médical, c'est-à-dire qu'on pense que le handicap, en fait, il est produit par une société qui a été pensée par et pour les personnes valides, c'est-à-dire que le handicap, c'est une inadéquation entre une personne et son environnement. Alors, c'est bien sûr un outil politique parce que c'est pas toujours le cas. Comme je l'explique toujours comme exemple, une personne qui a des douleurs chroniques, peu importe un environnement adapté, aura toujours des douleurs chroniques. Mais c'est très important de se rappeler qu'il y a cette notion d'environnement qui crée principalement le handicap. Et en fait, l'apport de ce modèle social du handicap, c'est de dire que le handicap n'est plus un problème individuel, c'est plus quelque chose que vous portez de façon intrinsèque, c'est quelque chose en fait qui est collectif. C'est la société et l'environnement de la société qui crée ce handicap. Donc, qui dit problème collectif dit solution collective. Et ça, c'est important de rappeler que voilà, qu'on peut apporter des solutions au handicap, pas uniquement en surmédicalisant la question du handicap, mais en y apportant des réponses, qui soient collectives et politiques. Et on va arriver à cette conclusion. Moi, de mon côté, j'ai envie de revenir à ce que je disais en début de conférence, que le validisme systémique ne touche pas uniquement les personnes handicapées, mais tout le monde. En fait, ce validisme systémique va obliger les gens, peu importe leurs valeurs, peu importe ce qu'ils sont, à être eux-mêmes validistes. Je fais référence à une intervention qu'on a eue à la précédente conférence d'un travailleur, un moniteur en une introduction qui nous a expliqué que
ben en fait, si il veut garder son travail, mais il faut qu'il soit validiste en quelque sorte. Pour résumer grossièrement, c'était ça où en fait on ne peut pas réellement être qui on veut dans ce système, on ne peut pas suivre ses propres valeurs. Et en plus de ça, ce validisme systémique pour une personne handicapée, ben, tout dépend du moment où on entre dans ce circuit. Mais une fois qu'on est dedans, ben on n'en ressort plus. C'est aussi là-dessus, pour moi, le terme systémique, c'est de dire, ben, tout vous rappelle que vous êtes dedans et que vous allez y rester, que vous êtes handicapé, que vous allez rester handicapé. Et bah ça, c'est quelque chose qu'on souhaite à personne, en fait, de rester coincé dans une case tout le long de sa vie. Moi, je perçois que j'ai eu une chance, en fait, d'avoir une maladie dégénérative et qui dégénère lentement. Donc, pendant le premier quart de ma vie, j'ai pu être plus ou moins protégé de ça. Où maintenant, petit à petit, je suis de plus en plus en train de rentrer dans le circuit. J'ai envie de le briser avant d'y être totalement, je pense. Et pour finir, ben, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais, Béa, change de regard. Ben, il est bien mignon, mais en fait, c'est pas le regard qu'il faut changer, c'est le système. Tout à fait. Et pour dire un dernier mot de la fin, quand on comprend que le validisme il est systémique, donc comme on l'explique depuis tout à l'heure, ça nous permet aussi d'éviter le genre de pensée du style quand on veut, on peut, avec un effort, tu vas y arriver. Voilà, ce genre de pensée qu'on applique souvent aux personnes handicapées en pensant qu'avec un petit effort, elle pourrait trouver un travail, qu'avec un petit effort, elle pourrait arriver à tenir toute la journée, etc. Et ça, voilà, quand on comprend l'aspect systémique, on évite aussi le côté de penser que avec la seule bonne volonté, on va pouvoir arriver à réduire à néant toutes nos difficultés. Non, on a des difficultés qui sont posées, des barrières en travers de la route, en fait, tout au long de notre vie quand on est touché par le handicap. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Merci. Merci à vous tous. Dear Valid people. dear Valid people.